Bon, eh bien, on va pouvoir commencer. Donc, Delphine Lacroix, aujourd'hui, donc responsable d'unité au service prestation. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Benoît Guérin, qui est responsable du service fraude et recouvrement, et qui interviendra en seconde partie de ce webinaire pour nous faire un zoom sur la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Donc, on commencera par les actualités réglementaires de la CAF au niveau prestations et ensuite, Benoît interviendra pour vous parler du recouvrement, de la fraude. Donc, au mois de juin, nos étudiants, logiquement, arrêtent leurs études ou partent en congé. Donc, nous avons commencé notre campagne sur la conservation du logement. On vous parlera de la prévention de la sous-déclaration de certains revenus. Nous avons eu une petite anomalie sur quelques dossiers en APL, donc je vous en parlerai. Et puis, on a la relation de service, la prévention des indus, sécuriser les informations transmises aux usagers, une petite information sur Partir en livre 2024 et les prochains rendez-vous de la CAF. Donc, effectivement, comme tous les ans, nous faisons une campagne auprès des étudiants qui quittent ou gardent le logement. Donc, les étudiants ne doivent pas oublier de confirmer la conservation de leur logement pendant l'été. Ils ont une alerte sur leur compte, de toute façon. Donc, s'ils consultent leur smartphone ou leur compte, ils auront une alerte. Et pour continuer à bénéficier du versement de l'aide au logement pendant l'été, les étudiants doivent bien aller sur le site caf.fr, sur leur compte, et nous dire s'ils conservent leur logement étudiant pendant l'été ou pas. Donc, la téléprocédure, elle est ouverte depuis fin mai. Et cette démarche, elle doit être effectuée donc dès maintenant et avant début juillet. S'ils ne le font pas, ils risquent de voir leur aide au logement interrompue parce que s'ils ne font pas la démarche, on interrompt le versement de l'aide au logement début juillet. Autre actualité, la prévention de la sous-déclaration de certains revenus. Alors, en fait, il va y avoir une grande réforme. On commence déjà à vous en parler. Elle n'arrivera qu'en 2025. C'est la réforme de la solidarité à la source. Donc, ça vise à simplifier les démarches des usagers et aussi le remplissage des déclarations trimestrielles pour les bénéficiaires de RSA et de la prime d'activité. Donc, c'est en 2025 et comme pour les impôts, en fait, les DTR, elles seront pré-remplies grâce à des informations qu'on obtiendra directement auprès des employeurs et auprès des organismes de protection sociale, comme la CEPAM, France Travail et les caisses de retraite. Pour préparer cette réforme, des échanges de données entre administrations se déploient. On a une expérimentation qui est en cours déjà depuis 2022, qui consiste à comparer les ressources déclarées par les usagers dans les déclarations trimestrielles de ressources et les ressources qu'on connaît déjà au niveau des différents partenaires. Et suite à une analyse, ça a montré qu'effectivement, nos allocataires ne déclaraient pas totalement leurs revenus de remplacement et en particulier les rentes accidents de travail, maladie professionnelle, pension d'invalidité et pension vieillesse-vieillage. C'est pour ça qu'on parle de sous-déclaration. Du coup, il y a une campagne d'incitation à déclarer ses ressources qui a été lancée par la CAF au mois de mai. Elle a pour objectif d'inciter les allocataires à déclarer correctement d'ores et déjà leurs revenus pour bénéficier du RSA de la prime d'activité, même si elles sont pour tout ou partie non imposables. Cette campagne vise prioritairement donc les usagers bénéficiaires d'une pension ou d'une rente et n'ayant pas déclaré ces ressources sur leur dernière DTR. Donc, tous les allocataires pour lesquels on a vu une incohérence entre ce qu'ils nous déclaraient réellement
et ce que, la caisse primaire ou les caisses de retraite disposaient, on leur envoyait un mail d'incitation à télédéclarer. Donc, c'est souvent aussi, enfin, l'erreur, l'omission, c'est que souvent ces pensions, rentes, pensions d'invalidité sont versées trimestriellement. Donc on va leur faire des mails pour nous les déclarer au moins une fois dans le trimestre. Il est rappelé que cette déclaration est obligatoire, aucune pièce justificative n'a à être transmise. Les bénéficiaires RSA-PPA ne doivent pas corriger toutes ces précédentes déclarations. Donc là, les mails qui sont partis, c'est pour les inciter à dorénavant déclarer leur pension, leur rente, accident du travail, mais on n'ira pas, rectifier les précédentes, si ils ont omis de les déclarer. Donc, cette déclaration, elle n'expose pas l'usager à devoir rembourser des prestations qui auraient été perçues par le passé. Mais maintenant, ils devront bien faire. Tout ça pour bien préparer cette réforme à venir. Donc, en revanche, la prise en compte de ces nouvelles ressources dans le calcul des droits risque d'entraîner une baisse du RSA, de la prime d'activité, pour le prochain trimestre. Et l'allocataire peut toujours simuler ses droits grâce au simulateur CAF.fr. Alors, au mois de mai, on a eu une anomalie sur l'APL. Alors, ce n'est pas sur tous les dossiers, heureusement. Ça concerne uniquement, certains dossiers. Les droits APL du mois de mai n'ont pas été versés aux bailleurs en raison d'un incident technique, donc d'ordre national. Le versement qui aurait dû intervenir au mois de mai n'interviendra du coup que le 25 juin sur le compte du bailleur, en même temps que l'APL de juin. On a recensé 596 dossiers dans notre caisse. Donc, principalement auprès des 3 principaux bailleurs sociaux, Amaris, Chaumont Habitat et l'OPHLM de Saint-Dizier. Donc, on a visé, les bailleurs de cette anomalie et on leur a transmis les allocataires qui étaient concernés par cette anomalie. On a aussi fait des mails d'information directement donc aux bailleurs, mais aux usagers aussi. La CAF, elle a bien conscience de l'impact de cet incident et elle présente, ses excuses aux usagers, aux bailleurs et les équipes de la CAF de la branche famille se sont quand même rapidement mobilisées pour rectifier, cette erreur de paiement. Donc maintenant, tout est rentré dans l'ordre, les dossiers sont régularisés. La CAF au plus proche des usagers, donc le réseau France Service vient de s'agrandir avec de nouvelles structures qui ont ouvert, leurs portes au mois de mai. Donc, on a le France Service multiservice de la communauté de communes des Trois Forêts qui est à Châteauvillain, qui est ouvert les lundis, les mercredis, les jeudis et les vendredis. Enfin, pour résumer, tous les jours, sauf le mardi et le samedi. Et à Cambarois qui ouvre uniquement les mardis. Et on a le France Service de Vassy. Donc, au niveau départemental, maintenant, on a 22 points d'accueil partenariaux qui sont ainsi proposés aux usagers sur l'ensemble de la Haute-Marne. Et vous pouvez retrouver toutes les informations et les adresses des différents France Service sur notre site caf.fr avec les dates, enfin les jours et les horaires d'ouverture pour tous les France Service. Prévention des indus, une nouvelle campagne de régularisation spontanée. Donc, dans le cadre du plan de prévention des indus 2024, la CAF de Haute-Marne a mis en place une nouvelle campagne d'incitation à la régularisation spontanée des situations allocataires au mois de mai 2024. Donc, cette première campagne portait sur la régularisation des situations familiales et professionnelles des jeunes. Donc, ça vise bien une population très ciblée, les jeunes de 18 à 25 ans. La cible a été retenue jeunes de moins de 25 ans, connus, isolés, en CAF, sans enfants et qui avaient une demande d'aide au logement. Un mail a été adressé à un échantillon donc de 250 jeunes pour les inciter à déclarer un changement de situation qui n'aura pas été fait précédemment. Alors, cette régularisation spontanée va les inciter à déclarer leur changement de situation et le dossier ne sera pas qualifié de fraude. C'est une campagne qui s'inscrit dans le cadre du droit à l'erreur.
un petit rappel sur les informations qui sont transmises aux usagers. Donc, afin de renforcer la sécurité quant à la délivrance d'informations conformément aux obligations de la CAF vis-à-vis du Règlement général de la protection des données, RGPD, lors d'une visite à l'accueil physique, en accueil physique, il est demandé à tout usager de présenter sa pièce d'identité. Donc, on ne le faisait pas forcément systématiquement, sauf en cas de doute, mais dès qu'on a un accueil, une personne qui se rend dans nos services, on doit s'assurer de son identité et doit nous fournir une pièce d'identité. Seul le numéro d'allocataire ne suffit plus. Le personnel CAF, il est soumis au secret professionnel. Il est donc essentiel qu'il s'assure que les informations elles sont transmises à la bonne personne. Au téléphone, on a d'autres moyens de s'assurer que l'allocataire, c'est bien la bonne personne qu'on a au bout du fil. Nos gestionnaires posent quelques questions visant à s'assurant de l'identité, comme leur date de naissance ou prénom ou la date de naissance d'un de leurs enfants. Alors, toute autre chose, Partir en livre 2024, c'est la 10e édition de Partir en livre qui est organisée par le Centre national du livre et qui aura lieu du 19 juin au 21 juin prochain. Et le thème, comme c'est une année particulière, cette année avec les Jeux olympiques, le thème, c'est le sport et les jeux. Alors, les prochains rendez-vous de la CAF, on a 2 ateliers bénéficiaires RSA qui sont organisés. Un à Saint-Dizier pour accompagner donc les nouveaux bénéficiaires au RSA dans notre accueil commun CAF-CEPAM. Donc, c'est le jeudi 13 juin à 14h à Saint-Dizier. Et à notre accueil à Chaumont, le mardi 18 juin à 14h. Et notre prochain webinaire se déroulera au mois de juillet, donc le lundi 1er juillet, toujours à la même heure, à 10h30. On aura un Zoom plus spécifique sur les usagers confrontés au handicap et à la maladie. Donc, moi, j'en ai fini là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les annonces que je viens de faire, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous n'avez pas de questions, je vais laisser la parole à Benoît. Donc, rebonjour à tous, donc Benoît Guérin, responsable du service recouvrement unifié à la CAF de la Haute-Marne. Donc aujourd'hui, on a souhaité vous faire un petit zoom sur la prévention des indus avec la politique de contrôle et lutte contre la fraude. Donc vous n'êtes pas sans savoir que l'organisme en fait étudie les droits et calcule les prestations donc à partir des informations qui sont déclarées par les usagers. Donc ça nécessite donc que ces fichiers-là soient à jour pour que les prestations soient versées à juste titre. Puisque si ce n'est pas le cas, donc des déclarations donc incomplètes, inexactes ou déclarées tardivement, ça peut générer donc des trop-perçus qui doivent être remboursés par l'usager et qui peut aussi entraîner des sanctions. Donc pour ça, on a souhaité vous faire un petit rappel d'éléments à communiquer donc, aux usagers sur les réflexes à avoir, donc à savoir déclarer immédiatement tout changement de situation pour tous les membres du foyer, qu'ils soient temporaires, ponctuels ou courts, mais également déclarer juste, c'est-à-dire pas sur la base de l'approximation, mais vraiment avec le justificatif, afin qu'on puisse valoriser des droits justes. Ensuite, répondre aussi aux sollicitations de la CAF. Une démarche sans réponse, ça génère un droit non calculé. Et enfin, donc, signaler les erreurs dès que possible, puisque ça peut arriver de se tromper. Donc, en cas d'erreur, informer la CAF. Donc, pour ça, on vous a remis les accès sur lesquels l'usager peut être amené à nous contacter, donc notamment sur le caf.fr ou sur l'application mobile Mon Compte, dans son espace personnel, dans Mes démarches, déclarer un changement. Donc ici, tous les changements qui sont à déclarer à la CAF, donc ça c'est les natures, donc qu'il faut avoir en tête, donc notamment tout ce qui concerne la vie de couple. Donc il y a le mariage, le PACS, le concubinage, le début de vie commune, le divorce, la séparation. Ce qui concerne aussi la vie familiale avec la grossesse, la naissance, l'adoption, le départ ou le retour d'un enfant,
l'arrivée ou départ d'une personne au foyer, mais également la vie des enfants, hein, donc tout ce qui concerne leur scolarisation, s'ils sont en apprentissage, s'ils reprennent leurs études, l'entrée dans la vie active, puisque ça génère des revenus, les placements éventuellement qu'ils peuvent avoir dans le cadre des déclarations trimestrielles. Ensuite, la situation professionnelle de l'usager, du conjoint, du concubin, des enfants, on vient de le voir, ou des autres personnes donc, qui sont présentes au foyer. Et enfin, donc, les coordonnées, que ce soit l'état civil, l'adresse postale, l'adresse email, le numéro de téléphone ou les coordonnées bancaires. Tous ces éléments-là, donc, c'est des informations donc, à communiquer à l'organisme le plus tôt possible. Donc pour ça, donc il y a des notions qui sont importantes à connaître, hein, pour éviter les erreurs, notamment sur la notion de vie de couple, ou au sens de la CAF, où on n'a pas besoin d'être nécessairement marié ou pacsé pour être considéré comme vivant en couple, dès lors qu'on vit en concubinage, c'est-à-dire qu'on a des éléments de communauté d'intérêt en fait avec une tierce personne, il faut le signaler. Donc la vie familiale également, donc c'est-à-dire informer la CAF en cas de séjour à l'étranger d'un ou plusieurs membres du foyer. D'ordre général, toute absence du territoire supérieure à 90 jours, c'est impératif, il faut que ça soit connu de l'organisme parce que ça génère donc un recalcul des prestations, notamment comme le minima social, le RSA. Ensuite, on a la vie des enfants. Donc, si un enfant travaille et que sa rémunération nette dépasse un certain plafond par rapport au SMIC, donc là, c'est pareil, on peut perdre une partie donc d'allocation familiale pour cet enfant. La situation professionnelle, donc ça va, tout ce qui concerne donc l'allocataire, le conjoint ou la tierce personne, hein, ça peut avoir aussi des incidences sur le calcul des prestations. Et sur les coordonnées, donc évidemment, le changement de résidence donc, nécessite une demande d'aide au logement ou la déclaration du départ du logement peut aussi être effectuée donc, par le bailleur. Donc pour ça, il y a des alertes, hein, qui sont visibles sur le compte de l'usager, donc généralement avec des bannières en gras, en rouge, qui sont assez visibles. Et ensuite, donc, si la caisse sollicite en fait, le dépôt d'un document, ou alors une déclaration quelconque, il y a une démarche en fait qui va être aussi visible dans l'espace Mes démarches onglet à transmettre, où on pourra donc transmettre directement le justificatif par voie dématérialisée, on n'est pas obligé de l'envoyer par papier. Donc ça, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué tout à l'heure avec les démarches proactives qui sont conduites par l'organisme, hein, qui permet en fait de faire jouer le droit à l'erreur au niveau des usagers. Donc on va les contacter en ciblant un type de population bien spécifique. Donc c'est des campagnes qui s'écoulent tout au long de l'année en fonction de certaines thématiques pour les inciter donc à déclarer donc les changements de situation. Donc après, pour le remboursement donc d'une somme à la CAF, donc on voit ce petit écran pour vous rappeler qu'on peut le faire directement sur l'espace CAF avec mon compte, sur caf.fr, donc avec un paiement par carte bancaire ou par prélèvement automatique. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir sur la prévention des indus. Conversation, hein, tout à gauche. Ah oui. Alors, visiblement, non. Ça ne génère pas d'interrogation. Bon, on va poursuivre sur la politique de contrôle. Donc, pour le bilan de l'année 2023, donc, pour rappel, donc, la CAF de la Haute-Marne verse environ 215 millions d'euros de prestations à 30 300 allocataires, ce qui représente à peu près 75 000 habitants au Marnais couverts par au moins une prestation de la CAF. Et donc, le calcul des droits qui est relatif aux prestations versées s'effectue majoritairement sur la base de données déclarées par les allocataires. Donc, les données concernent essentiellement les ressources perçues, la situation familiale, la situation professionnelle, et ces déclarations donc, sont susceptibles d'erreurs, volontaires ou non. Et en contrepartie du système déclaratif, donc, la CAF va déployer une politique de contrôle importante pour vérifier et sécuriser les données déclarées, donc, afin de verser le juste droit et garantir donc, la bonne utilisation des fonds publics, et ainsi pour préserver notre système de solidarité. Voilà. Donc en 2023, on totalise 104 000 contrôles, donc qui se répartissent de manière automatisée, donc à presque 100 000 contrôles automatisés. Donc c'est les échanges de données avec nos partenaires qui nous permettent de détecter des incohérences. Ensuite, on a les contrôles sur pièces, donc c'est des justificatifs qui sont
réclamées à l'allocataire en fonction justement de ces échanges automatisés. Il y en a eu 4 700 sur l'année 2023. Et enfin, donc, on a toute la partie donc, visite à domicile de l'allocataire, donc dans des cas assez spécifiques, où ça a représenté 160 contrôles sur l'année 2023. On va voir peut-être un peu plus en détail par rapport à la politique de contrôle. Donc, c'est une politique, comme je vous le disais, qui est basée sur la détection des incohérences, donc sur le risque aussi qui est attaché au dossier et sur les signalements internes ou externes. Donc, les incohérences, elles sont détectées via les échanges automatiques, comme je vous l'ai évoqué, donc notamment avec Pôle emploi ou la DGFiP, pour sécuriser les situations professionnelles et les ressources. Et sur l'année 2023, donc oui, 100 000 échanges automatisés. Petit rappel aussi par rapport à la branche famille qui a créé donc en 2021 un service national de lutte contre la fraude à enjeux, qu'on appelle le SNLFE, qui est doté en fait de 30 contrôleurs au niveau national, peut-être un petit peu plus parce que je crois qu'ils ont recruté dernièrement. Et c'est un service en fait qui a vocation à identifier les modes opératoires donc des fraudes à enjeux et partager donc les bonnes pratiques au sein du réseau. On en verra un petit peu plus loin. Il y a une slide qui est consacrée donc aux deux thématiques qui sont sous couvert donc du SNLFE. Donc, sur la politique de contrôle, donc on a ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire c'est la fouille de données qui permet au travers, c'est un algorithme qui va travailler, qui analyse donc des statistiques d'une très grande quantité de données et qui va créer donc qui va scorer les dossiers plutôt des allocataires et les dossiers les plus scorés, c'est-à-dire les dossiers les plus à risque, vont être sujets à un contrôle. Ensuite, on a les signalements internes. Donc, ça, c'est des situations atypiques qui peuvent être détectées par le gestionnaire conseil allocataire en phase de traitement donc, du dossier ou de vérification. On a les signalements également externes, donc avec les signalements donc, des partenaires comme vous, ou les dénonciations qui peuvent donner lieu à un contrôle en fonction de la pertinence, bien évidemment, sur la dénonciation. On a donc sur les contrôles sur pièces, donc ça consiste à vérifier tout ou partie de la situation de la locataire. Les situations donc, sont sécurisées par la consultation de portails, Pôle emploi, DGFiP, CEPA, MURSAF. Il y a beaucoup de portails maintenant dont on a la possibilité de consulter. Voilà, donc 4 700 sur l'année 2023. Ensuite, le contrôle place, donc lui, il va être exclusivement dédié aux dossiers les plus risqués, qui peuvent être soit liés au signalement donc, externe des partenaires, soit au signalement interne, si un agent détecte une atypie sur le dossier, ou également en lien donc, avec la fouille de données, l'algorithme que je vous évoquais juste avant. Et donc, le contrôleur, lui, va s'assurer donc, de l'exactitude des informations qui sont fournies par la locataire. Et pour ça, il dispose donc de moyens de contrôle, donc les accès au portail, donc le fichier des comptes bancaires avec FICOBA, la déclaration préalable à l'embauche, donc ça, c'est tout ce qui concerne le portail URSSAF. Mais en plus donc, des contrôles sur pièce, donc il a les mêmes portails que le contrôle sur pièce, mais il va aussi avoir droit à ce qu'on appelle un droit de communication, qui va lui permettre en fait, d'accéder à des informations d'organismes privés comme les employeurs, les fournisseurs d'énergie, les mairies, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'organismes qu'on peut solliciter. Et donc, sur l'année 2023, on a eu 160 contrôles qui ont généré donc 78 rappels pour un montant total de 180 000 € et 129 indus pour un montant total d'1 million d'euros. Donc, par rapport à l'année 2023, donc on a eu donc une vigilance particulière qui sous couvert donc du SNLFE, notamment tout ce qui concerne les téléprocédures, où il y a donc où ça a été constaté que l'usager était amené à déclarer avec une adresse IP à l'étranger. À partir du moment où il y a une répétition, ça génère donc un facteur risque. Et donc, c'est des cibles qui nous sont transmises donc, par le Service national de lutte contre fraude à enjeux, qu'on va être amené à contrôler. Parce que qui dit adresse IP à l'étranger ne dit pas systématiquement donc, une résidence à l'étranger. Il y a des cas qui sont justifiés tout simplement avec l'utilisation de certains certains logiciels qui permettent justement de flouter l'endroit où on est amené à faire donc, la déclaration. Et donc, sur l'année 2023, on a eu 7 dossiers qui ont été qualifiés donc, de frauduleux avec un préjudice qui avoisine donc, les 95 000 €.
c'est quand même pas négligeable. Et le second domaine sur lequel la CAF de la Haute-Marne s'est fortement investie sur l'année 2023, c'est tout ce qui est lutte contre la fraude à l'identité, couplée à une fraude au RIB. Donc ça, c'est des fraudes qui se sont beaucoup développées ces dernières années, qui consistent à ouvrir de faux dossiers allocataires à partir d'identités usurpées et de demander donc des prestations indues, hein, versées sur les comptes bancaires de néobanques. La plupart du temps, c'est des banques en ligne. Et en 2023, donc, on a eu 16 dossiers comme ça qui ont été qualifiés frauduleux avec un préjudice de presque 25 000 euros. Sur l'année 2024, on est toujours concerné, sauf qu'on arrive à détecter donc, ces situations beaucoup plus en amont. Donc, on arrive à éviter les préjudices, hein. Depuis le début de l'année, on est quasiment à 20 000 euros de préjudices évités, donc, où les dossiers n'ont pas abouti. Concernant donc la lutte contre la fraude, l'efficacité donc de la stratégie, elle repose donc sur la performance du ciblage de contrôle, ce qu'on vient de voir, sur la mobilisation des acteurs en interne pour porter donc une attention individualisée à chaque dossier, et sur la qualité du partenariat qu'on a développé au sein donc du département, donc pour mieux détecter et prévenir la fraude. Et donc, pour rappel, donc la MICAF, qui est la mission interministérielle de coordination antifraude, elle considère une fraude à partir du moment où il y a une irrégularité ou une omission commise de manière intentionnelle au détriment des finances publiques. Et pour qu'il y ait une fraude, il faut qu'il y ait 3 éléments cumulatifs, à savoir un texte qui va réprimer le fait ou l'omission, un élément matériel et l'intention de frauder, donc qui est présumé si l'allocataire ne pouvait pas accomplir les démarches ou les informations données par la... Voilà, il manque un mot. Je crois qu'on reprend le PPT. Alors, il y avait une petite vidéo qui a été ajoutée. Alors, je ne sais pas si tu peux la... Faut faire. Ouais, normalement, ça marche. De toute façon. Non, il y a pas. Alors là, c'est la pub, donc on s'en moque un peu. La vidéo va bientôt commencer. Mais je ne sais pas comment je peux mettre le son. Non. Enlève la petite. La petite. C'est quoi une fraude? Ah bah c'est écrit. Ouais. Je sais pas, vous avez du son? Après, ils peuvent lire. C'est un peu bête de ne pas avoir de son. Possible. Ouais. Dans les paramètres, je pense. Ah, parce qu'il est sur casque? Ah non. Allez, c'est bon. Sur casque. Si tu mets sur haut-parleur, c'est petit. Pas mieux. Je vais remettre sur casque. Où la CAF va réclamer aux allocataires des pièces justificatives pour vérifier l'exactitude des informations transmises. Et enfin, les contrôles dits sur place, sur le terrain, directement au domicile des allocataires, avec l'aide des 700 contrôleurs de la CAF. Par ailleurs, la CAF s'est dotée d'une cellule spécialisée dans la lutte contre la fraude de grande ampleur, dite à enjeu. Elle est composée de 30 contrôleurs, gendarmes ou encore spécialistes de la donnée. Dans les cas les plus graves, une procédure pénale est engagée. L'allocataire risque jusqu'à 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison. Dans le cas d'escroquerie en bande organisée, il encourt jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Peut-être remettre. Peut-être remettre le début, ouais, parce que... Non, ou remettre. Tu veux que je remette depuis le début? Chaque année, pas eu le... question familiale. Dans le Val-de-Marne, en région parisienne, la direction de... Arrêtez.
Ouais. Hop. Bah, vous aurez le lien, désolé pour le petit contretemps technique. Alors, je vais remettre. C'était sur quoi? Casque, Sur haut-parleur, c'est pas gênant. tu crois? J'espère que vous m'entendez bien. En fait, ce qu'il fallait retenir, c'était 2 ans d'emprisonnement, c'est ça, 2 ans de prison. Les sanctions. Oui, les sanctions. Bon, après, on va poursuivre, hein, désolé. Par rapport à la lutte contre la fraude, donc toujours cette notion de droit à l'erreur qui a été introduite donc, par la loi ESSOC, qui invite donc toutes les caisses à avoir une vigilance importante, hein, sur la nécessité d'identifier une intention frauduleuse. Et lors d'un contrôle sur place, l'allocataire il est systématiquement invité à présenter des observations sur les constats matérialisés donc, par le contrôleur lors de ses investigations. Et cette pratique du contradictoire, elle a été également systématisée donc, depuis 2021 pour les contrôles sur pièces. Donc, à l'issue de la notification de la décision de la commission administrative des fraudes, certains allocataires peuvent contester le caractère frauduleux et la commission peut être amenée donc, à déqualifier une fraude, mettant en œuvre donc, de manière opérationnelle le droit à l'erreur porté par le législateur dans le cadre de la loi ESSOC. Donc la commission administrative, donc juste pour vous rappeler son fonctionnement, donc elle est mise en place au sein de la CAF, elle est proposée donc au directeur à qui appartient donc le droit d'ester en justice et donc de décider de la qualification de la fraude. Donc en fonction de la liste des dossiers qui passent en commission, il y a une proposition qui est formulée par la commission et qui est validée donc par la direction. Et donc il y a trois natures de sanctions qui peuvent être proposées sur la base d'un barème national, hein, qui tient compte donc, de la typologie de la fraude, du montant du préjudice détecté, de la situation du débiteur au niveau de sa solvabilité, et également si on est en situation de récidive ou non. Le premier type de sanction, ça va être l'avertissement. Ensuite, on a la pénalité financière, et enfin, donc, il y a la poursuite pénale donc, qui est déclenchée à l'issue d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Donc sur l'année 2023, concernant les fraudes, on a eu 122 dossiers qui ont été retenus comme fraude avérée, avec un préjudice global qui avoisine donc les 950 000 euros, en augmentation par rapport à 2022, on n'était qu'à 850 000, et par rapport aussi à 2021, 667 000. Bon, après, pour expliquer l'écart aussi, c'est qu'en 2021, on était quand même à la sortie du Covid, où il y a eu peut-être un petit peu moins de détection de la fraude au sein du réseau, pour expliquer donc cet écart-là. Mais on a aussi une politique de contrôle qui est de plus en plus efficace avec l'algorithme en fait, qui va vraiment cibler les dossiers les plus à risque. Donc le montant moyen donc, des fraudes s'élève à 7 767 euros par dossier. Donc, ce qui est aussi intéressant à mettre en avant, c'est que la récupération donc, automatique des données liées aux ressources donc, auprès des partenaires, donc, notamment avec la nouvelle réforme qui est attendue sur l'année 2025 que Delphine a évoquée, donc, devrait donc, limiter à terme donc, les fraudes hein, qu'on est amené à rencontrer, notamment sur tout ce qui est déclaration de ressources trimestrielles sur les minima sociaux. Puisque c'est ce qui concerne donc, à 60% en fait, de la fraude, c'est les fausses déclarations sur les minima sociaux. Après, on a 30% pour les autres prestations. Donc, ça peut être de l'allocation adulte handicapé, du complément de mode de garde, enfin, toutes les autres prestations. Et le logement qui représente une part quand même de 13%. Sur la typologie des fraudes, donc on voit qu'on a aux 2/3, hein, la fraude est qualifiée sur 2 critères, à savoir l'omission totale ou partielle de déclaration de ressources. Et enfin, donc sur la vie maritale. Sur la répartition des fraudes, donc au niveau des sanctions qui ont été prononcées, on a eu 8 avertissements sur l'année 2023, 104 pénalités administratives, hein, pour un montant moyen donc, de pénalité à 676 euros. Et donc la conséquence en fait de qualifier un dossier frauduleux, elle est importante pour nous puisqu'elle permet donc d'éviter donc que la dette soit effacée dans le cadre donc d'une procédure de surendettement, mais aussi impossibilité pour l'allocataire de formuler une demande de remise de dette à partir du moment où sa dette est qualifiée de frauduleuse. Et sur l'année 2023, donc, on a eu 13 dépôts de plainte donc, qui concernent donc, des changements de situation familiale, donc, comme les vies maritales non déclarées, mais également un dossier qui concernait un faux papier d'identité
et des cas d'usurpation d'identité avec l'utilisation de RIB frauduleux qu'on a évoqué tout à l'heure. Et pour terminer donc ce petit zoom sur la lutte contre la fraude, on vous a ajouté quelques questions vrai-faux pour essayer de rendre les choses un petit peu plus claires. Donc, notamment, les contrôleurs de la CAF ont accès à toutes les infos qu'ils souhaitent à l'insu des allocataires. Bien évidemment que c'est faux, hein. Les contrôleurs ont principalement accès aux données que la CAF possède et ceux que les allocataires nous ont transmis. Mais on a aussi accès aux portails qu'on a évoqués qui nous permettent de sécuriser. Mais mis à part ça, on est quand même encadré. Un allocataire peut être contrôlé plusieurs fois, vrai. Ça, il peut suivre plusieurs contrôles hein, avec des délais qui peuvent fluctuer. Donc ça peut être un contrôle sur pièce une année, un contrôle sur place sur une autre année. Ensuite, avec le droit à l'erreur, tout le monde peut dire qu'il s'est trompé et il n'a rien à rembourser. Bon, bah ça, c'est faux, hein. C'est pas parce qu'on fait valoir le droit à l'erreur qu'on n'est pas astreint donc à rembourser donc la somme qui a été versée à tort. La politique de contrôle consiste uniquement à lutter contre la fraude. Donc faux, hein, les contrôles servent à garantir le paiement du juste droit. Et lors des contrôles sur place, par exemple, l'ensemble des situations est examiné. Garantir le paiement du juste droit, c'est garantir donc celui de toutes les sommes dues à l'allocataire. Et il peut s'agir d'un indu ou d'un rappel. Et enfin, donc, les allocations sont suspendues pendant le contrôle. Ça, c'est faux aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a un contrôle sur place ou un contrôle sur le dossier que les allocations sont suspendues, mais la suspension est consécutive en fait à une inaction de l'allocataire, c'est-à-dire qu'il n'a pas répondu donc, aux relances donc, de l'organisme pour fournir les pièces justificatives, ou qui n'a pas honoré son contrôle lors de la visite domiciliaire, notamment. Donc voilà pour la partie prévention des abus politiques, de contrôle de l'organisme et de lutte contre la fraude. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Des questions, oui, sur la fraude. Oups. Donc, comme à chaque fois, votre avis nous intéresse. Alors, je vais enlever le partage d'écran. Il faut que tu cliques sur la croix rouge. Comme à chaque fois, votre avis nous intéresse, donc vous aurez un petit questionnaire. N'hésitez pas à y répondre, à mettre les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans les prochains webinaires. Donc là, c'était plus sur la fraude et les erreurs. Donc des erreurs, il y en a toujours, hein. Donc en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'allocataire, il a le droit de se tromper. Donc c'est le droit à l'erreur. Nous, on va rectifier, on va demander le remboursement. Et quand c'est une fraude, Benoît vous l'a bien expliqué, quand c'est une fraude, la dette, elle ne peut pas faire l'objet d'une remise de dette. Et en plus, la dette, elle s'accompagne d'un petit plus, c'est-à-dire une pénalité. Et ça peut être une somme en plus d'argent à rembourser, une pénalité. Et puis, en cas de dépôt de plainte, ça peut même aller un peu plus loin, surtout quand il y a usage de faux, etc. Pour répondre à la question, combien y a-t-il de contrôleurs en Haute-Marne? Donc actuellement, on n'en a que 2 contrôleurs en Haute-Marne, dont un contrôleur qui est affecté donc à une mutualisation, enfin pas une mutualisation, à une entraide en fait entre 2 départements, donc avec la Meuse et la Marne. Mais de rien. Donc effectivement, même comme vous l'a présenté Benoît, c'était, je crois, c'est 160 contrôles sur place. 160 contrôles sur place. Nous, les contrôles et ce qui génère des indus, c'est plutôt les contrôles sur pièce, hein, c'est-à-dire nos croisements de fichiers et les justificatifs qu'on va réclamer à réception, on voit qu'il y a une divergence. C'est vraiment ça l'essentiel du contrôle. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, si je vois quelqu'un en train de formuler une question, on va attendre. Sur le calcul de l'APL et la prime d'activité. Alors, sur le calcul de l'APL, je ne vais pas vous laisser pas. Sur le calcul de l'APL, de la prime d'activité, de toute façon, nous, on renvoie
sur le simulateur, puisque en APL, c'est un calcul assez complexe qui prend essentiellement en compte de toute façon les ressources. Effectivement, on prend la quittance de loyer en compte, mais ce qui va faire qu'il y aura un droit à l'APL ou pas, ça va vraiment être les ressources du foyer. Et quand on dit le foyer, donc c'est chacun des membres du couple et les enfants qui travaillent et qui habitent régulièrement dans le foyer. Et pour la prime d'activité, c'est trimestriel. Donc, c'est sur les 3 mois de l'année. Et pareil, je vous invite à aller sur les simulateurs CAF. Et quand la personne fait une simulation de prime d'activité pour un trimestre, ça ne veut pas dire qu'elle n'y aura pas droit le trimestre d'après ou dans 1 ou 2 mois. Donc, même en cas de résultat négatif ou pas de droit pendant un trimestre, le droit peut être récupéré plus tard. Après, n'hésitez pas, justement, dans le questionnaire, enfin dans l'enquête de satisfaction, de mettre votre question ou les points spécifiques que vous voudriez voir abordés, soit en appel, soit en prime d'activité, pour que ce soit abordé dans un prochain webinaire. Oui, alors pardon, excusez-moi, je ne sais pas si vous Voilà, m'entendez. donc Vous m'entendez? oui, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Oui, je ne suis pas N'hésitez sûre que pas. vous m'entendiez. Vous m'entendez? Mais j'entends. Ah oui, mais les haut-parleurs doivent être peut-être passés sur haut-parleur casque. C'est casse, ça marche. Alors, je vais repasser sur Speechy. Oui, On n'a pas de son. Non. vous m'entendez? Non. Oui, ça y est, je vous entends. Bonjour. Pour toi, Oui, c'est du coup, ça? comment? Oui, c'est ça, pour toi, ouais. Alors, petite question justement sur, c'est moi qui ai posé la question, donc sur l'APL et la prime d'activité. Donc, oui, bien sûr, l'APL, c'est les revenus du foyer, donc les enfants, le conjoint, enfin voilà. Par contre, la prime d'activité, elle est bien individuelle, hein. Alors, j'allais dire oui et non. C'est-à-dire que si on a un couple, si dans le ménage, enfin, si sur le dossier CAF, on a un couple, la prime d'activité, elle va bien être calculée en fonction des revenus de chacun, donc de monsieur et de madame. Et les enfants, si c'est un enfant, Et les enfants, effectivement, s'il y a de l'apprentissage, on prend travail, en plus compte. travail. Oui, c'est ça. Ok, parce que du coup, alors moi j'ai plusieurs cas où la prime d'activité, donc une personne qui déclare toujours le même montant, Oui. qui avait de l'APL, donc une personne toute seule, donc APL et prime d'activité, donc avec toujours les mêmes montants, sauf que quand elle faisait sa déclaration trimestrielle, ça changeait au niveau de l'APL et de la prime d'activité, alors qu'elle déclare toujours les mêmes montants. Alors si, la prime d'activité le montant de la prime d'activité change, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui a changé dans sa situation. Soit sa situation professionnelle, soit son hébergement. Enfin, si le montant change, c'est que quelque chose a changé. Après, il faudrait voir avec le dossier, je ne peux pas vous répondre là, mais D'accord. soit un En fait, enfant qui je est vous venu, pose qui est la parti. question parce que nous, en France Service, donc j'ai eu des cas avec des usagers et c'est mon cas perso aussi. C'est pour ça que je pose la question parce que je ne change jamais, on va dire, de situation, que ça soit professionnel ou, enfin voilà, j'ai toujours le même salaire. Je n'ai jamais la même prime d'activité tous les trimestres. Alors, ça peut changer de quelques euros, mais quand je dis quelques euros, c'est Ah, une dizaine d'euros non. quand on a des changements de bareil au mois d'avril. Après, ça peut changer aussi quand la personne, elle a un logement ou qu'elle quitte un logement. Après, il faut prendre contact directement avec la CAF et que nous, parce que nous, on a toutes les ressources qui ont été prises en compte. Mais forcément, s'il y a vraiment un changement de 100 euros, c'est qu'il y a, enfin, il y a une explication. Il n'y a pas de raison que ça change Bah ouais, donc sans. du coup, via les comptes, hein, nous on fait, on passe par les comptes et on envoie un message. Oui.
Et oui, bah, on me répond comme vous, en fait. On me dit, bah oui, il y a eu un changement. Mais quand il n'y a pas eu de changement, enfin, c'est ça, enfin, on est bloqué là. C'est au Nous, à cas notre par cas, niveau, je ne peux pas vous répondre. Mais si, d'accord, alors après, il peut y avoir des erreurs. Après, on peut dire, oh, nous avons effectué une erreur. Mais là, je ne peux pas vous répondre comme ça. Si le montant change, c'est que forcément, il y a quelque chose qui change. Et après, d'accord. c'est avec le dossier sous les yeux. Ouais. Après, on peut y Bah, avoir, c'est il y a souvent des avec les histoires. personnes qui ont de la retraite, donc toujours la même retraite. Enfin voilà, les cas qu'on a eus, c'est vraiment ça en fait. C'est des gens qui sont à la retraite qui ont toujours la même retraite, ou alors, bah moi, mon cas perso, mais voilà, j'ai eu, on va dire, en 6 mois, donc on est deux à la France Service, on a eu plusieurs cas où il n'y avait pas du tout de Il ne faut pas changement. hésiter à nous contacter pour un cas. Et c'est à la lecture du dossier qu'on peut vous répondre, parce que les causes peuvent être multiples. Je peux pas. D'accord, ok. Voilà. Ok, Pas ben hésiter merci à pour nous votre contacter. réponse. Je vous en prie. D'autres questions? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer ce webinaire et donc vous dire à la prochaine fois. C'est le 1er juillet, je crois que j'avais. Enfin, de toute façon, vous êtes invités. N'hésitez pas à répondre et à vous connecter. Eh bien, bonne fin de matinée, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Ouais, parce qu'il faut que je... Hop.